Bonjour Gilles Kepel, vous êtes politologue, essayiste, professeur d'université. Les bouleversements du monde, c'est votre dernier ouvrage, publié en édition augmentée aux éditions Pocket en livre de poche, après Prophète en son pays. On a vu un Donald Trump jubilant à l'OTAN à La Haye, en annonçant que ça y est, les Iraniens n'auront pas la bombe. Il a été très ferme là-dessus et au fond, il dit la guerre a été gagnée. Est-ce qu'au fond, il se trompe? Est-ce qu'il trompe le monde, Donald Trump? Alors, est-ce que trompe, on ne sait pas, mais en tout cas, ça n'est pas le consensus, ces déclarations, puisqu'il a même été obligé de monter au créneau pour faire un démenti contre le New York Times et CNN, qui, sur la base d'un rapport publié, un pré-rapport par les services américains, explique que les destructions par ces gigantesques bombardiers, les B-2 et les bombes énormes qui ont été larguées, n'aurait finalement qu'endommagé relativement le programme nucléaire iranien et l'aurait retardé simplement de quelques mois et non pas pour l'éternité. Oui, mais Trump est furieux, il a dénoncé ces déclarations très clairement. Oui, mais ça c'est habituel. Sa présidence nous a habitués depuis qu'elle a commencé à ce genre de choses, à ces déclarations un peu flamboyantes et ensuite à une remise au niveau. Il faut bien voir que, donc, du point de vue de la relation avec l'Iran, la question reste entière. Est-ce que le régime va tenir? Alors, on a vu qu'il a déclaré également, on n'est pas pour le régime change, le changement de régime, parce que ce serait le chaos, et on ne veut pas du chaos. Et ça, je crois que ça fait écho aux préoccupations des pays arabes voisins qui redoutent les effets de désagrégation. Maintenant, est-ce que ça signifie que le guide Khamenei va rester réellement au pouvoir, ou est-ce qu'il y aura une transformation dans la nature du pouvoir iranien, parce que le vent du boulet est tombé quand même très fort. Ils n'ont pas pu protéger le territoire iranien contre les attaques, donc tout ça, ça pose un problème et ça redimensionne d'une certaine manière la capacité de l'Iran à frapper, même s'ils ont encore un stock de missiles, semble-t-il. Et d'autre part, on a également du côté israélien un point d'interrogation, puisque Netanyahou a également fait comme Pezeshkian. Tout le monde est content ce matin. Trump a dit j'ai gagné, Pezeshkian a dit j'ai gagné, l'Iranien, et puis Netanyahou a dit j'ai gagné. Mais ça n'est sûr pour aucun des trois. Et pour ce qui est de Netanyahou, c'est encore plus complexe parce que cette guerre prenait un peu le relais de l'impasse à Gaza. Puisque l'idée c'était de dire je vais faire comme j'ai fait avec le Hezbollah, et le régime syrien, je vais détruire les ennemis d'Israël. L'Iran a été affaibli, mais c'est pas visiblement le cas. Le changement de régime, Trump ne veut pas l'aider. Et par ailleurs, on revient à l'affaire Gaza. Oui, C'est-à-dire, on revient de nouveau là où on a laissé en plan, si j'ose dire, il y a 12 jours, puisque c'est la guerre des 12 jours maintenant, à savoir, il y a toujours des otages, il y a toujours des gens qui se font tuer, y compris des soldats israéliens, mais également des Palestiniens. Et pour l'instant, ça reste l'impasse à Gaza, comme c'était le cas avant les 12 jours. Donc ce que dit Donald Trump, ce qu'il a dit, il dit cette victoire, dit-il, sur l'Iran ouvre une perspective pour Gaza. Et au fond, on a vu sa colère parfois contre les Israéliens, contre Netanyahou. Il est capable d'imposer la paix encore aujourd'hui. Sur Gaza, il faut surtout une solution. Or, on revient à la situation précédente. Alors, est-ce que Netanyahou sortira renforcé face à son extrême droite qui ne veut faire aucune concession et est-ce qu'ils accepteront la perspective d'un État palestinien? Point d'interrogation, puisque vous vous souvenez peut-être que le premier des dommages collatéraux, si j'ose dire, du conflit des 12 jours, c'est que la conférence qui était prévue à New York le 18 juin, co-parrainée par la France et l'Arabie Saoudite pour la reconnaissance d'un État palestinien, a été remise sine die. Alors, est-ce qu'elle va être remise sur le tapis? Qu'est-ce que les États-Unis et Israël vont adopter comme position par rapport à ce projet? Là encore, pour l'instant, on est dans le brouillard. Alors, malgré tout, beaucoup d'observateurs disent que Donald Trump s'est placé en maître du monde dans cette affaire. Est-ce que là, il tient encore les rênes? Est-ce que, par exemple, Emmanuel Macron, la France sont hors jeu? Alors, que l'Europe et les pays européens soient plus au centre du jeu, c'est assez clair.
Et on va le voir davantage au cours du sommet de l'OTAN qui a commencé, puisque Trump est venu aussi pour demander que les Européens augmentent leur contribution financière s'ils veulent être défendus. Et l'Europe de la défense reste aujourd'hui un vœu. Mais par exemple, la Pologne, qui est maintenant l'un des grands de l'Europe, qui a été célébré au Cercle interallié l'autre jour comme l'un des 4 grands européens, ne peut pas ne pas acheter des armes américaines. Donc tout ça rend les choses un peu plus limitées. Oui. Est-ce que Trump est à la tête du monde? Mais c'est en tout cas un monde qui a complètement changé depuis 1989. Les États-Unis ne sont plus l'architecte de la sécurité en étant l'architecte de la prévention des conflits. Trump a dû mettre la main dans le conflit et prétendre ensuite qu'il les renvoyait tous dans le coin après qu'ils aient chahuté la cour de récré. Il a dit, voilà, c'est ce qu'il a dit dans sa conférence de presse à l'OTAN. Hein. Il parle d'une cour de récréation entre Israéliens et Iraniens. Il dit, voilà, c'est comme des enfants, il faut lever la voix. Oui, alors il a levé la voix, mais le problème, c'est que ces déclarations sont souvent assez contradictoires les unes par rapport aux autres. Donc, ça rend la prévisibilité de la politique américaine extrêmement complexe. Et il faut bien voir que lui-même n'a pas l'écouté complètement franche sur le plan intérieur. On a vu que, par exemple, l'alliance avec Elon Musk n'a duré que le temps des roses et que Musk a été mis à la porte, qu'ils ne s'entendent plus du tout maintenant. Et il faut se rappeler que Trump a été élu par un électorat dans lequel les MAGA, donc ce qu'il a sur sa casquette, là, Make America Great Again, considèrent qu'il ne faut pas faire de guerres extérieures, exposer les vies des soldats américains, mais il n'y en a pas qui ont été tués effectivement, et il faut être isolationniste. Alors, il a à la fois satisfait le lobby belliciste et les Israéliens, mais il lui faut maintenant revenir très fort vers les isolationnistes et dire c'est fini. Il y en a même qui veulent, qui prétendent qu'il puisse avoir le prix Nobel de la paix. Et lui-même peut-être aussi. Là, c'est compromis, là. Il en est certainement convaincu. Mais pour l'instant, en tout cas, il y a encore des efforts à faire. Oui. Et Netanyahou, dans cette affaire, est-ce que, au fond, c'est un échec pour le Premier ministre israélien? Alors, il y a plusieurs choses. Évidemment, il a pris une initiative qui, je voulais se situer dans la prolongation de ce qui avait été un grand succès militaire et politique, c'est-à-dire l'élimination du Hezbollah. Au Liban, le Hezbollah n'existe plus aujourd'hui comme force militaire et même son poids politique est très, très, très réduit. Mais il faut bien voir que les frappes sur le Hezbollah, les bombes perforantes qui ont tué les dirigeants qui étaient évidemment là dans un périmètre beaucoup plus petit que l'Iran, qui fait 3 fois le territoire de la France, avaient été précédées de la fameuse attaque au beeper piégé qui avait neutralisé quasiment tous les officiers subalternes du Hezbollah, ceux qui devaient lancer les missiles en rétorsion. Or, le problème avec l'attaque de l'Iran, c'est qu'il y a eu des bombardements sur l'Iran. Les Iraniens n'ont pas envisagé qu'il pourrait y avoir autant de rétorsion. Et les Iraniens, semble-t-il, ont utilisé beaucoup de leurres au début, qui ont épuisé les réserves de Arrows, c'est-à-dire le bouclier antimissile, les flèches de bouclier antimissile israélien, ce qui fait que le territoire israélien a subi un certain nombre de dommages importants. Alors, je crois qu'il y a eu un bilan d'une 30aine de morts, me semble-t-il, les chiffres ne sont pas précis, ce qui n'est pas énorme par rapport aux 1210 du 7 octobre, évidemment, de l'attaque de la razzia pogromiste du Hamas, mais néanmoins, cela signifie que le territoire israélien lui-même n'est plus sanctuarisé contre les attaques de l'Iran. Oui. Donc, c'est un bilan en demi-teinte, et surtout, il se retrouve maintenant là d'où il avait voulu s'émanciper en attaquant l'Iran, c'est-à-dire, et à Gaza, où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça progresse? Donc là-dessus, Trump n'a pas fait beaucoup évoluer sa pensée, sauf pour parler d'une Riviera à Gaza, mais je ne pense pas que ce soit aujourd'hui très actuel. Et Ali Khamenei est toujours le guide suprême en Iran. Oui, ça, c'était l'ennemi que peut-être voulait abattre Netanyahou. Oui, mais pas Trump, d'après ce qu'il a expliqué. Enfin, il a changé, mais dans ses dernières déclarations, il explique qu'on n'a jamais voulu de changement de régime, il n'en faut pas parce que c'est le chaos. Il n'est pas sûr néanmoins que dans le système iranien,
le rôle de Khamenei, qui est déjà assez affaibli, reste toujours aussi prominent, prééminent, puisque c'est lui qui a donc dû vivre la disparition de Hezbollah, la disparition du régime de Damas, l'affaiblissement considérable de Hamas également, et aujourd'hui qui a quand même subi une attaque israélienne puis américaine d'assez grande ampleur. Alors, est-ce qu'il a 86 ans, il est très usé? Est-ce que ça n'est pas aussi le moment je ne sais pas si c'est une révolution de palais ou d'un bouleversement c'est à l'intérieur possible, ça, de l'Iran? d'un renversement comme le disent certains, que les Iraniens eux-mêmes, finalement, fassent tomber ce régime Oui, en tout d'Ebola? cas, il est probable qu'il va être obligé d'évoluer. De quelle manière, c'est difficile de le Par la prévoir négociation, aujourd'hui. on peut imposer le respect des droits de l'homme, on peut imposer un certain nombre de choses aujourd'hui. Oui, à partir du moment où il y a une négociation sérieuse, enfin, on va voir comment les choses vont évoluer, mais je pense que le régime, quand même, en sort assez affaibli. On n'a pas vu Khamenei depuis le cessez-le-feu, c'est le président Pezeshkian qui est là pour ça, d'une certaine manière, mais qui prend beaucoup le relais, et Pezeshkian a été mis là déjà après que son prédécesseur, le président Raisi, avait disparu pardon, c'est pas si un attentat, un accident, la plupart des cas pensent, genre c'est un accident d'avion, alors qu'il avait été particulièrement célèbre pour la répression contre les femmes, tu voulais. Donc on voit bien qu'il y a à l'intérieur du système iranien des groupes qui pèsent davantage pour un compromis que pour l'affrontement. Est-ce que c'est eux qui vont l'emporter? Parce qu'on ne sait pas pour l'instant, mais je crois que le jeu politique en Iran va se trouver de fait beaucoup plus ouvert à la suite des dommages quand même assez significatifs, même s'ils ne Ce ne sont sera pas pas fatals. oui, les trois successeurs que Khamenei avait désignés au cas où il lui arrivait quelque chose. Ça, je n'en sais rien, mais Oui. on n'a pas l'impression, enfin, il semblerait-il logique en tout cas, qu'il conserve sa position de force après tous les échecs qui ont été subis par l'Iran, Oui. du Hezbollah à Bachar al-Assad en passant par le Hamas et la situation d'aujourd'hui, qui le fragilise, bien sûr. Mais c'est le feu fragile aujourd'hui. Mais j'ai presque envie de dire, Gilles Kepel, tout ça pour ça. Au fond, le régime est toujours en place. On dit, selon des rapports, qu'il leur faudra quelques mois seulement pour rattraper le retard dans le travail pour une bombe atomique, contrairement à ce que dit Trump. Et au fond, on se dit tout ça pour ça. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment les éléments objectifs pour juger. Le rapport en question, c'est une fuite qui est passée au New York Times et à CNN, qui sont évidemment très hostiles à Trump. C'est un rapport préliminaire, donc il l'utilise contre Trump, ce qui est de bonne guerre. Lui répond de sa manière bien connue. Donc pour l'instant, on n'a pas le recul suffisant pour savoir ce qu'il en est. Mais en effet, on a l'impression que c'est pas que c'était un jeu à somme nulle, c'est que les deux adversaires sont considérablement affaiblis. Aussi bien Netanyahou que Khamenei, en dépit des rodomontades, si vous voulez, du régime. Et dans les deux cas, c'est bien sûr pas exactement la même situation, mais en Iran comme en Israël, l'heure est peut-être venue de passer davantage au principe de réalité Oui. qu'au principe de déclaratif. Mais arriver à ce cessez-le-feu, ça permet aussi aux pays arabes qui avaient reconnu Israël de rester sur cette ligne. Oui, je crois que Et alors, à condition qu'ils n'aillent pas au-delà sur Gaza. Oui, c'est effectivement un soulagement pour les pays arabes surtout, dont les dirigeants se trouvaient de plus en plus mal à l'aise dans l'affaire. Et jusque y compris ceux du Qatar, qui sont sans doute les plus proches de l'Iran, et qui ont dû subir un bombardement sur leur territoire. Alors même si ce bombardement visait la base américaine, la plus grande de la région, à Al-Udeid, d'où préalablement les avions avaient été retirés pour éviter une escalade majeure qui aurait contraint Trump à agir pour défendre les intérêts des États-Unis, alors que là, il a agi simplement pour donner un coup de main à Israël, et ça aurait déclenché un engrenage dans lequel il n'aurait pas pu se sortir. Mais les Saoudiens, les Émiratis qui ont signé les accords d'Abraham, qui ont des relations diplomatiques avec Israël, qui sont dans une joint venture,
financement par l'argent du pétrole des innovations technologiques israéliennes et vice-versa, notamment dans le domaine de l'armement. L'Arabie saoudite souhaitait également se joindre à ce consensus, à la reconnaissance d'Israël, mais à la condition de la reconnaissance de l'État palestinien. Là, c'est une situation qui a été bloquée. Est-ce qu'elle va ressortir maintenant et sous quelle forme? Les chantiers sont ouverts. Si vous voulez, je pense qu'on aurait tort de dire qu'au jour 12 plus 1, tout est terminé. Il y a une phase d'affrontement qui finalement a été relativement peu signifiante, peu productive politiquement, qui prend fin pour l'instant, mais d'une certaine manière, tout commence et tout se situe toujours dans le cadre que j'ai essayé de montrer dans ce livre, de ce bouleversement du monde qui est né le 7 octobre et qui a complètement rebattu les cartes dans la région et dans le monde. Mais alors c'est vrai que beaucoup de pays, peut-être un jeu un peu hypocrite, n'avaient pas intérêt à ce que l'Iran s'ouvre, devienne une puissance sans les sanctions, une puissance économique forte et fasse concurrence à un certain nombre de pays dans cette région. Bien Au sûr, fond, oui. ça n'arrange pas tout le monde. Effectivement, quand on revient à l'époque où l'Iran était puissant, celui du Shah, le Shah était le gendarme du Golfe en particulier. C'est lui qui avait même arrêté une insurrection marxiste-léniniste au Yémen du Sud, au Dhofar, avec un corps expéditionnaire qu'il avait géré pour l'essentiel avec les Anglais. C'était aussi le principal interlocuteur des États-Unis et par rapport à des pays arabes qui avaient un bien moins niveau de développement à l'époque et qui n'avaient pas encore véritablement récupéré leurs richesses, mais également par rapport à Israël. Et l'Iran, d'une certaine façon, qui était allié à Israël contre les Arabes ou qui était au milieu à l'époque, contrebalançait dans l'accès à la Maison-Blanche le pouvoir de l'État hébreu. Oui, un mot sur le Liban. Comment le Liban se sort de cette affaire? Alors les vols pour le Liban ont repris. Le Hezbollah est toujours affaibli et le Liban, évidemment, a intérêt à ce qu'il y ait une forme de prospérité dans la région. Et ça s'est passé en dents de scie. En fait, depuis la chute du Hezbollah, donc on a vu une élection présidentielle, on voit un fonctionnement plus civil. Toute la question, c'est est-ce que la place de Beyrouth va pouvoir retrouver un rôle important? Ça va beaucoup dépendre aussi de ce qui se passe en Syrie. Si le régime syrien, sous le contrôle duquel, enfin l'absence de contrôle duquel plutôt, un attentat vient d'être commis, vous avez vu, il y a 2 jours, dans une église grecque orthodoxe de Damas, avec un communiqué de Daesh, de l'agence Armak, qui citait des versets du Coran qui disaient « Et combattez-les tous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'impiété et que la religion tout entière soit pour Allah. » Tout cela indique qu'il y a encore des facteurs de déstabilisation non négligeables en Syrie et que Ahmed Sharia, qui était dénoncé comme un apostat dans ce communiqué, n'a peut-être pas les mains complètement libres de faire les bouleversements qu'il veut. Donc pour cela, néanmoins, au Liban, il y a pas mal de projets d'investissement aujourd'hui, en espérant que l'hinterland syrien sera fonctionnel et qu'on pourra ouvrir des hôtels à Damas, sur la côte, etc. Mais pour l'instant, la situation est quand même encore assez précaire. Oui, mais Gilles Kepel, vous nous parliez de ces bouleversements du monde dans votre dernier livre qui vient d'être publié aux éditions de Poche. Mais là, par exemple, vis-à-vis de l'Ukraine et surtout vis-à-vis de Poutine en Russie, est-ce que Trump, sortant de cette crise, peut avoir une voix plus forte pour imposer à Poutine la paix en Ukraine? Il donne le sentiment, il veut donner le sentiment, surtout à l'occasion du sommet de l'OTAN, dont qu'il avait décrit autrefois comme un mort en sursis, que au fond l'OTAN est le lieu où s'organise plus ou moins la paix du monde. Parce que sans cela, si le conflit s'était prolongé et avait eu des conséquences ingérables, ça voulait dire que Poutine pouvait parfaitement lui aussi attaquer, dévorer l'Ukraine si l'Iran était tombé et que la Chine pouvait manger Taïwan. Vous voyez. Donc je crois qu'il y a aussi une gestion de la catastrophe éludée qui est présente dans la façon dont le président américain a mis en scène
son propos, enfin son discours au sommet de Oui, l'OTAN oui. à La Haye. Et il s'est réjoui du fait que de cette crise, les Européens vont être obligés de consacrer une plus large part de leur budget aux armements. Et il s'en est réjoui devant le secrétaire général de l'OTAN, ce qui va forcer notamment la France à investir encore, et peut-être malgré l'absence d'une politique de défense européenne. Oui, c'est bien le problème. L'Europe se débat dans des enjeux de crise multiples aujourd'hui, la crise de la dette en étant la première, celle des hyper-régulations qui rend la compétition avec la Chine, avec les États-Unis particulièrement difficile, et aujourd'hui avec la nécessité de faire des dépenses beaucoup plus importantes pour la défense, alors que le budget de la défense a été sacrifié en Allemagne, par exemple, qui est le point le plus extrême, pour le développement de l'économie et des services sociaux. Donc, on est aujourd'hui pour l'Europe là aussi dans un bouleversement du monde, si j'ose dire, dont on n'est pas sorti. Oui, ils n'auront pas la bombe. Je cite les propos de Donald Trump à l'OTAN. Le programme nucléaire iranien est mort. Nos frappes ont mis fin à la guerre. Donc, il aura le prix Nobel de la paix. Oui. Ça, c'est ce qu'il espère sans doute, mais apparemment, il n'est pas complètement sûr que le programme nucléaire, il le mérite, Gilles Kepel. le programme nucléaire ait été détruit. Dans son point de vue, il le mérite certainement, mais c'est pas lui qui décide, c'est le jury Nobel. Oui, merci Gilles Kepel. Et donc, je rappelle que vous avez donc publié Le bouleversement du monde, formidable livre qui est réédité en livre de poche après son succès, un best-seller, et prophète en son pays, lui-même aussi en livre de poche. Merci beaucoup Gilles Kepel d'être venu sur le plateau de TV5 Monde aujourd'hui. Merci de votre invitation.